promotion de l'école nationale de l'administration publique, ENA, une école qui participe à la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo. 9,5% c'est les taux de croissance que la RDC vient de franchir pour le gouvernement. Les régies financières ne doivent pas dormir sur leur laurier, elles doivent plutôt mobiliser plus de recettes dans le cadre de la maximisation justement de recettes publiques en cette période électorale pour financer les scrutins. Voilà mesdames, messieurs, c'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 19h. C'est parti, je le disais en titre, les revendications du syndicat des transporteurs routiers des véhicules poids lourds ont été au cœur d'une réunion interministérielle que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a présidé ce mardi. On fait le point avec Vital Pagabita. Plusieurs points ont été débattus au cours de cette réunion interministérielle que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiachi a dirigé ce mardi avec doigté, ce à la demande expresse du chef du gouvernement. Les points essentiels des discussions restent la lettre du 6 février 2015 du président des transporteurs routiers sur la menace de la grève suspendue au mois d'octobre 2014. En fait, les conducteurs de véhicules poids lourds, principalement sur l'axe Kinshasa-Matadi, dénoncent le non-respect des engagements pris par leurs patrons, notamment en ce qui concerne le paiement de leurs primes de 300 000 francs congolais sous la facilitation du gouvernement. Ainsi, après l'évaluation de la situation et les conséquences que cela peut engendrer sur le plan socio-économique, la tripartite gouvernement, chef d'entreprise et travailleurs a réfléchi sur de nouvelles mesures à prendre. Modeste Bahati Lukwebo, qui a piloté ce dossier en son temps, en dévoile les lignes maîtresses. Dans l'immédiat, le vice-premier ministre à l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale va prendre un arrêté pour corriger le premier arrêté de manière à l'élargir aux différentes structures concernées pour la bonne application des mesures qui avaient été prises. Et le plus rapidement, la commission se mettra au travail. On prépare à cette réunion la vice-ministre de l'Intérieur, Martine Boukassa, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, le ministre de l'Économie, bien entendu, auquel il faut ajouter les experts des ITPR et ceux de la primature. La RDC vient de franchir le taux de croissance de 9,5%. Les régies financières sont appelées à mobiliser plus de recettes en cette période électorale pour le financement des scrutins. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la troïka politique présidée aujourd'hui par le ministre d'État en charge du budget, Oscar Mbalkaïch, nous en dit plus. Décidément, les membres de la troïka politique sont déterminés à rencontrer les engagements budgétaires. Jamais l'économie congolaise n'a connu une telle embellie. Sa croissance vient de franchir le taux de 9,5%, de quoi faire bondir les membres de la troïka politique réunis sous la conduite du ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. On est à 9,5 aujourd'hui et cette croissance est impulsée par le secteur minier, et notamment avec l'or dont la production a quintuplé. Autre bonne nouvelle, c'est l'excédent de 100 milliards de francs congolais enregistré par les finances publiques en janvier dernier. Malgré toutes ces performances, le gouvernement de la République ne dort pas sur ce laurier. Les régies financières ont été instruites de mobiliser davantage de recettes en vue du financement des élections à venir. Les autorités ont martelé sur l'urgence à mobiliser davantage des recettes publiques et pour rencontrer surtout les dépenses électorales. Au sujet de la paie des fonctionnaires, tous les comptes ont été crédités depuis le 13 février, a conclu la troïka politique. D'autre part, le vice-ministre des Finances, Albert Mpeti, a conféré avec le gouverneur de la province de Bandundu, Jean Kamisendou. La question du naufrage de Kwamouth, qui a fait plus de 100 victimes, a conduit à nouveau le gouverneur Jean Kamisendou auprès des autorités du pouvoir central pour une assistance. Les atouts économiques du territoire des Bikoro doivent inciter la population de cette partie de l'Équateur à entreprendre des actions de développement. C'est la vision qui tient à cœur le ministre d'État au budget, Michel Bongongo. Reportage Jean-Pierre-Henri Kassanganambengu. Le pouvoir central et les institutions provinciales ne décident sur les questions liées au développement multiforme que sur base de la cartographie des aspirations exprimées par les différentes couches socio-professionnelles de la population. En tout cas, ces paramètres, pesés de tout son poids,
dans l'initiative du ministre d'État au budget, Michel Bongongo, d'une concertation avec un échantillon très représentatif de la population de son territoire d'origine, Bikoro, dans le centre de la province de l'Équateur. L'économie, la santé, l'éducation coulaient sous forme de projets à court, moyen et long terme en vue, bien sûr, d'atteindre le mieux-être, ont constitué le soubassement des desiderata que le ministre d'État au budget, Michel Bongongo, s'est engagé à soumettre à l'attention du gouvernement central. À la rencontre de l'ULK, Médard Bompoko a dressé les atouts dont disposent les territoires des Bikoro avant de rallier le ministre d'État en charge du budget sur l'impératif qui s'impose à tous et à chacun dans son secteur d'activité d'entreprendre des actions porteuses d'un développement harmonieux sur une entité juridico-administrative en quête permanente de la consolidation de la cohésion et de l'unité. Des données nouvelles, pas gage, allais-je dire, de la réussite de sa réforme et de sa contribution au développement de la RDC. Pendant 5 jours, les cadres des services centraux ont participé à l'atelier sur le rajeunissement de cette administration. Un commentaire de Constance Mananga. Pendant 3 jours, les fonctionnaires de l'État et ceux de 5 ministères visés se sont retrouvés en atelier de planification 2015 organisé par le projet de réforme et de rajeunissement patronné par le ministre de la fonction publique Jean-Claude Kibala. Cet atelier vient de se clôturer le 22 février dernier au cercle en vrac à Matadi Kibala. Il avait pour objectif l'élaboration du plan de travail budgétaire du projet pour l'exercice 2015 en s'inscrivant dans la logique d'une gestion axée sur les résultats. Les gestionnaires de ces projets, Mathieu Louvou-Numbenza, nous ont fait une auto-évaluation. Au cours de cette évaluation, nous sommes permis de mettre en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces qui nous ont émaillé l'année 2014. Nous espérons tous que cette auto-évaluation va servir de référence pour que nous puissions faire mieux au cours de l'exercice 2015. Le représentant du ministre de la fonction publique, M. Toudienou, secrétaire général chargé des actifs de la fonction publique, souligne que de sérieuses transformations sont en préparation pour assurer la bonne mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Je le disais en titre, la deuxième promotion de l'École nationale de l'administration publique, ENA, a démarré sa formation. Elle met à la disposition de l'État congolais des cadres bien outillés dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Mais une question, quelles sont les filières de formation qu'elle offre, cette école? La réponse dans ce reportage commenté par notre confrère Jacques Kabouaba. Basée à Kinshasa, l'ENA organise une formation initiale qui dure 12 mois, ponctué de 2 stages, l'un des découvertes qui dure 2 semaines et l'autre des professionnalisations qui dure 4 mois au sein d'une administration congolaise ou étrangère. Cette formation professionnelle intense est basée sur des études des cas et des mises en situation. Les intervenants sont essentiellement des hauts fonctionnaires congolais et étrangers. La formation est axée sur l'acquisition des techniques et des méthodes autour des 4 grands modules qui sont l'intégration, management, territoire et la maîtrise des grands enjeux contemporains. Nous sommes invités ce jour par l'École nationale d'administration pour procéder au lancement d'un processus de recrutement des élèves de la deuxième promotion de l'École nationale d'administration. Et comme en réalité en juin 2015, nous sommes amenés à lancer la deuxième promotion, il est tout à fait évident qu'aujourd'hui, on puisse penser à un processus de recrutement qui est très transparent et qui nous prend beaucoup de temps, et non seulement beaucoup de temps, mais aussi des moyens pour sa réalisation. La scolarité terminée, les élèves intègrent le corps des administrateurs civils et s'engagent à servir l'État pendant 7 ans au moins. Quels que soient les secteurs, ils sont nommés au poste de responsabilité dans la fonction publique centrale ou provinciale. Un tiers de la promotion sera affecté en province. La campagne Made in Congo poursuit son bonhomme de chemin. Elle a atteint la population boyomaise à Kisangani où le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a effectué une visite à la Sotexki et à l'usine de transformation de bois de Kisangani. Commentaire Pierre Mbouyou Saïdi. Mettant à profit son séjour de travail à Kisangani, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga,
a visité l'usine de la société textile de Kisangani Sotexki. Dans cette unité de production, ces membres du gouvernement de cohésion nationale s'est imprégné des différentes étapes de la fabrication de pagnes, en passant par les départements de filature, corderie, du banc d'étiquetage, de bobinage, carrettage, ourdissage et encollage. À l'issue de cette visite guidée, le ministre Kambinga a conscientisé les Boyomèses à consommer congolais. Sotexki est l'exemple type, effectivement, d'une consommation locale, même au niveau des intrants. Nous encourageons les Congolaises à continuer à faire confiance aux pagnes Sotexki. Juste après, le ministre Germain Kambinga, accompagné du gouverneur Jean Bamanissa, a effectué une visite guidée au sein de la compagnie forestière spécialisée dans la transformation du bois. Un constat heureux dans cette usine, la transformation du bois s'est faite à l'aide de machines ultra modernes et les déchets sont recyclés dans la fabrication de briques rouges. Le ministre du Tourisme, Munteri, poursuit sa mission de travail dans le Nord Kivu. Il a tenu sur place une séance de travail sur l'état des lieux du secteur du tourisme dans cette province. Commentaire Bobet Yengalisamba. À son arrivée à Goma, Elvis Munteri, ministre du Tourisme, est allé présenter ses civilités au gouverneur Julien Paluku avant de tenir une séance de travail avec les autorités et autres acteurs provinciaux impliqués dans ce secteur. Là, nous avons fait une séance de travail avec les autorités provinciales pour préparer une réunion technique de manière à ce que nous puissions savoir exactement pour le Nord Kivu quelles sont réellement les actions que nous allons entreprendre dans les prochains jours. Sur la réhabilitation des parcs, sur la réhabilitation des voies d'accès, sur le projet du secteur du tourisme. Et ces projets, nous devons les identifier avec les autorités provinciales parce que nous ne pouvons rien faire sans leur concours. Après Kinshasa, le Nord Kivu constitue la deuxième étape de la visite d'inspection des sites touristiques à réhabiliter et d'identification des nouveaux sites touristiques que le ministre Elvis Munteri a amorcé depuis son avènement à la tête de ce ministère. Que faire pour booster le développement des petites et moyennes entreprises en vue de créer une classe moyenne en RDC? Cette question a mis autour d'une table le ministre national des PME et le ministre provincial ville de Kinshasa ayant en charge les petites et moyennes entreprises. Reportage Chimène Dondo. Le gouvernement congolais tient à créer une classe moyenne moteur de développement. Les petites et moyennes entreprises participent à ce développement, surtout que les PME congolaises contribuent à l'épanouissement des ménages. La séance de travail du ministre national Bongo Koy avec le ministre provincial Guy Matondo en est une preuve éloquente. Nous avons une séance de travail. Vous savez que d'ici là, le ministère est en train d'organiser les états généraux sur les petites et moyennes entreprises et les stratégies d'appui sur les PME, raison pour laquelle nous sommes venus voir son Excellence Monsieur le ministre et lui remettre aussi notre cahier de charges par rapport à tous les problèmes de PME que nous avons au niveau de la ville de Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, il a été décrété un recensement de toutes les petites et moyennes entreprises évoluant sur toute l'étendue du territoire. L'appui à la gouvernance financière qu'octroie à la France, à la RDC, au centre des entrevues, compte le vice-ministre des Finances avec une délégation de l'Agence française des développements. Commentaire, Ricky Nzuziloya. Le vice-ministre des Finances, Albert Petit, a reçu ce lundi une mission de l'Agence française de développement AFD conduite par Nicolas Boton, chargé des missions Pôle économie numérique. La mission de l'AFD est venue échanger avec le numéro 2 des finances à RDC sur la préparation de la prochaine intervention du contrat de désendettement et développement sur le volet gouvernance financière. L'objectif est de travailler sur les recettes de l'État congolais. Le gouvernement français veut aider la RDC à améliorer le niveau des recettes dans le domaine de la douane, des impôts directs et indirects. L'AFD va mettre en place une équipe et des systèmes informatiques et d'information pour fournir les moyens nécessaires afin de faciliter l'augmentation des recettes dues au trésor public. Le vice-ministre Albert Mpeti a affirmé l'engagement et le souci du gouvernement congolais à améliorer les recettes publiques. Le projet CD2 porte sur 106 millions d'euros pour la période allant de 2013 à 2016.
Ce premier contrat de désendettement-développement comporte un fort contenu social avec des projets en cours concernant l'éducation, l'eau, l'électricité, selon Jean-Christophe Moren, directeur de l'AFD. Il s'est ouvert aujourd'hui le forum sur l'entrepreneuriat coopératif organisé par le Fonds de renforcement des activités d'autonomisation de la femme, allais-je dire. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a procédé à son ouverture, nous dit Edith Chala dans ce reportage. Le FORAF, structure du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, organise un forum au cours duquel les coopératives en faveur des femmes sont au centre des intérêts. Pendant 2 jours, les participantes et les participants réfléchissent autour du thème « Femmes, partenaires économiques dans la reconstruction de la République démocratique du Congo face aux violences basées sur les genres ». Au cours de ce forum, plusieurs intervenants vont faire des présentations afin de permettre à tous de donner des avis qui produisent des recommandations pertinentes. Les fonds de renforcement des activités d'autonomisation des femmes, FORAF en sigle, entend renforcer les capacités des femmes dans l'entrepreneuriat coopératif. Cette dynamique des coopératives va, comme partout ailleurs, propulser les femmes congolaises à l'émergence. Madame la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Bijou Mouchitoukat, qui a ouvert les travaux de ce forum, a visité les expositions fruits de l'entrepreneuriat féminin. La ministre honoraire du Genre, l'honorable Marie-Ange Lucana Moufankolo, qui s'est jointe à la partie, a exprimé tout son soutien à l'actuel ministre qui dispose d'une vision claire en faveur de l'émergence de la femme congolaise. La coordonnatrice du FORAF, Charlotte Dimbo Lunguva, pense que seule la mutualisation des synergies et les coopératives peuvent aider la femme congolaise à sortir la tête de l'eau dans le monde du business. L'Union panafricaine de la jeunesse sollicite une émission à la RTNC qui abordera les questions liées aux problèmes des jeunes. La présidente de cette structure l'a dit au ministre des Médias et la ratification de la charte de la jeunesse africaine était également au centre de l'audience que le ministre de la Jeunesse a accordée à Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. On fait le point avec Ricky Nzuzi Loya. C'est une véritable campagne de plaidoyer que vient de lancer la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, avec Lukonde Kenge, ministre de la jeunesse. La présidente de l'UPJ a expliqué l'importance de la ratification de cette charte et appelant le ministre de la jeunesse, des affaires étrangères, celui des relations avec le Parlement, ainsi que le Parlement pour déclencher en urgence un mécanisme de ratification de cette charte qui est un document juridique de l'Union africaine qui soutient les politiques, programmes et actions pour le développement de la jeunesse africaine, dont celle de la République démocratique du Congo. Au ministère de la Communication et des Médias, avec Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, les échanges ont tourné autour des questions de l'heure et sur place, Francine Muyumba va solliciter un espace aux antennes de la télévision nationale au profit de la jeunesse qui, à travers une émission, pourra avoir une tribune où les jeunes pourront exposer leurs talents, parler de la citoyenneté et le patriotisme, ainsi que des valeurs panafricaines. La réponse sera positive. Au sortir de cette audience, elle a eu un autre entretien, mais cette fois-ci avec la presse de Kinshasa. Enfin, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est entretenue avec le Conseil national de la jeunesse sur le programme des associations des jeunes en RDC et le soutien que son organisation doit accorder aux structures des jeunes en RDC. L'organisation d'un séminaire sur les opportunités d'affaires en RDC, c'est l'essentiel de l'échange que l'ambassadeur du Portugal en RDC a eu avec le vice-ministre en charge de la coopération internationale et intégration régionale, Franck Mwedi Malila, qui a également conféré avec une délégation du gouvernement provincial du Bas-Congo sur le développement de la dite province. Commentaire Jacques Meji Chiboboa. Cette séance de travail que le vice-ministre en charge de la coopération internationale et intégration régionale, Franck Mwedi Malila, a eu avec la délégation du gouvernement provincial du Bas-Congo a tourné autour de questions liées au développement de leur province, spécifiquement dans les domaines prioritaires que sont l'agriculture, les voies de communication, les tourismes et les ports. Pour Odette Guema Diloya, chef de la délégation et ministre provincial en charge du budget et finances avec les 2 ports de Matadi et celui de Boma. Le Bas-Congo est la seule voie naturelle d'évacuation pour la République démocratique du Congo et cela est un problème non seulement pour le Bas-Congo mais aussi et surtout pour toute la nation.
Par ailleurs, la rencontre de l'ambassadeur du Portugal avec le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale, Franck Mwedi Malila, était centrée essentiellement sur les séminaires économiques, sur les opportunités d'affaires et d'investissement en République démocratique du Congo qui se tiendra le mois prochain à Lisbonne, au Portugal. João Corte Real, ambassadeur du Portugal en République démocratique du Congo, a également annoncé la visite de travail du secrétaire d'État portugais aux affaires étrangères et coopération en République démocratique du Congo, visite prévue au mois de mars. Le Portugal est déterminé à renforcer ses relations avec la RDC. Sachez également que la 3e édition du Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka, se tiendra bel et bien du 25 au 30 août prochain au Théâtre de Verdure à Kinshasa, Mongaliema, annonce faite aujourd'hui à l'hôtel Memling de la Gombe. Reportage Constance Mananga. Kinshasa sera la capitale du rire du 25 au 30 août 2015 prochain. La 3e édition du Festival international d'humour de Kinshasa sera ponctuée de plusieurs activités parmi lesquelles les ateliers du mois de mars prochain, mais aussi les villages Toseka où se donneront des concerts de musique. Cette 2e conférence tenue après la première du 16 septembre de l'année dernière a permis aux organisateurs de présenter les partenaires qui vont accompagner la 3e édition du Festival Toseka de 2015. L'occasion était propice pour projeter la programmation des activités. Ce festival se base sur 5 piliers. Un grand événement culturel, le tourisme, l'engagement de plus de 500 personnes, l'assistance aux nécessités. Il met en valeur les pays francophones. Juste pour rire, partenaire du festival Toseka, évoque la présence de quelques artistes de la RDC, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, de la Belgique et du Canada. Le représentant du ministre national du tourisme, Mme Farah Kayoa, a réitéré l'engagement des autorités à soutenir cet événement. Avis partagé par le ministre provincial de la Culture, ville de Kinshasa, pour qui Toseka est l'un des canaux auxquels on doit revendre les talents. Il n'y a pas mieux qu'une thérapie que rire. Le festival Toseka a tout pour devenir le plus grand festival d'humour en Afrique. Un objectif à atteindre à tout prix. Le bâtiment du 30 juin de Lubumbashi abrite le cadre des concertations avec les forces vives du Katanga sur la vulgarisation du calendrier électoral avec en tête le vice-président de la CENI, notre envoyé spécial Marsalin Mouanonteba. Un public massé dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale, attentionné exigeant à la fois que le vice-président de la commission électorale, nation indépendante, André Mpungwe Songo, a inventorié des arguments qui font du calendrier électoral global, qu'il vient vulgariser, réaliste et consensuel, techniquement parlant. Les forces vives du Katanga, mêlant notabilité, partis politiques, société civile, confessions religieuses, ont été entretenues sur l'immensité des défis à relever pour mener à bon port le processus électoral 2013-2016 en RDC. La CENI encourage toute la population katangaise à s'informer et à s'impliquer pour la construction de notre jeune démocratie. La CENI exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral du Katanga à veiller pour la préservation de la paix sociale, gage d'une bonne organisation des élections. Des réponses appropriées ont été apportées à l'intention de l'échantillon de la population du Katanga, ici représenté sur des questions sensibles qui touchent à la fois la décentralisation, la répartition de sièges ou encore au supposé budget colossal des élections. Il faut assurer une couverture sanitaire universelle à tous les citoyens sur base de l'équité et de la solidarité. C'est l'une des recommandations de l'OMS aux participants de l'atelier de réflexion clôturé en présence du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé publique. Reportage Rodépanda, Betty Bengama. L'atelier de réflexion sur la couverture sanitaire universelle, organisé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, s'est clôturé le week-end dernier au centre Caritas en présence du secrétaire général AI à la santé publique et représentant du ministre. Cette activité a fait suite à la recommandation de l'OMS
qui avait demandé à tous les États membres de promouvoir la couverture universelle accessible à tous les citoyens sur base de l'équité et de la solidarité. Les 3 objectifs poursuivis au cours de ces assises de 6 jours ont été atteints, notamment l'élaboration de la loi sur la couverture sanitaire universelle, la stratégie de financement et la définition d'une feuille de route en rapport avec la dite couverture. L'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte de minimiser ou même d'éliminer le paiement direct, qui est une cause d'appauvrissement de la population lorsqu'ils se retrouvent malades, puissent avoir accès aux services sans connaître des barrières financières. Les participants se sont mis d'accord sur les différents types de régimes qui peuvent être publics, financés par des taxes et impôts essentiellement privés, avec l'abonnement d'un paquet spécial de services en vue d'éliminer totalement le paiement direct, qui constitue la source principale d'approvisionnement de la population, et aussi définir les différentes étapes en termes d'études, de plaidoyer, de sensibilisation et communication envers la communauté. Jean-Bertin Nadonier vient d'être nommé évêque des Lolo dans le territoire de Bumba. Nous sommes là dans la province de l'Équateur, nommé le 25 janvier 2015 par sa sainteté le pape François. Reportage Sylvie Moembo. Le révérend père Jean-Bertin Nadonier, conseiller général pour l'Afrique à la curie générale de l'ordre des frères mineurs capucins à Rome, vient d'être nommé le 29 janvier 2015 évêque de Lolo dans le territoire de Bumba, province de l'Équateur, par sa sainteté le pape François. Né le 24 mars 1965 à Botouzou, dans le territoire de Guémena, ordonné prêtre en 1993. Il a en outre exercé les fonctions de vice-provincial à la vice-province du Congo pour 2 mandats, de 2006 à 2012, avant sa nomination comme conseiller général pour l'Afrique à Rome. À son arrivée, le lundi 23 février 2015 à Kinshasa, un accueil chaleureux lui a été réservé. D'abord à l'aéroport international de Njili par la grande famille de la province ecclésiastique de Mbandaka et de ses amis, ensuite à la maison diocésaine de Lolo par son Excellence Monseigneur Ferdinand Maemba, évêque émérite de Lolo, en compagnie du curé de la paroisse Christ-Roi et bien d'autres ressortissants de l'Équateur et amis. Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Et il y a des mots qui me manquent pour exprimer mon sentiment, le fond de moi-même, et qu'eux-mêmes vont m'accompagner tout au long de ces ministères qui nous ont confiés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité qui reste continue sur la RTNC. C'est tout à l'heure à 20 h dans une présentation de Robert Ndaïchi Sensé. D'ici là, portez-vous bien et très bon de programme sur la RTNC. À très vite.